Bonjour, aujourd'hui on va étudier les conditions d'équilibre des deux phases alpha et bêta. Donc, les conditions d'équilibre des deux phases alpha et bêta. On considère l'équilibre d'un changement d'état d'une mole de corps pur A. Donc, un corps pur A va subir un changement d'un état alpha qui se trouve en équilibre avec un autre état bêta. Alpha et bêta sont les phases du corps pur A à la température T sous la pression P. Par exemple, A est un état liquide, B est un état gazeux. Donc, le corps A se trouve en équilibre entre deux états différents pour une mole de corps pur A. À l'état d'équilibre, qu'est-ce qu'on peut écrire puisqu'il se trouve dans un état d'équilibre? On peut écrire que delta G qui est égal à GB moins G alpha, G bêta moins G alpha est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on se trouve dans un état d'équilibre, c'est-à-dire on a G alpha est égal à G bêta. Si on fait subir à ce système une variation élémentaire de température et de pression selon un processus réversible, c'est-à-dire on va subir la première phase va subir une variation élémentaire, c'est-à-dire une petite variation. La deuxième phase va subir une petite variation. Donc, on ne va pas influer sur l'équilibre de notre système. Qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que G alpha plus cette petite variation élémentaire de alpha est égal à G bêta plus la petite variation élémentaire de bêta. Donc, puisqu'il y a égalité entre les deux phases, qu'est-ce qu'on peut écrire? Que la variation, il va y avoir égalité dans la variation élémentaire. Donc, dg alpha est égal à dg bêta. La variation élémentaire d'enthalpie libre, G c'est un enthalpie libre. Dans une variation de phase, on a bien dit que l'enthalpie libre, il caractérise l'équilibre, système d'équilibre l'équilibre dans un système. Donc, la variation élémentaire d'enthalpie libre dG d'un système au cours d'une transformation réversible est exprimée en fonction de la pression et de la température. Pourquoi? On sait bien que dG est égal à V dP moins S dt selon les équations de Maxwell. Donc, G est en fonction de la pression et de la température. Et on connaît bien que dG alpha est égal à dG bêta. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? Que V alpha dP moins S alpha dt est égal à V bêta dP moins S bêta dt. On va transvaser les deux facteurs pour avoir les mêmes variables dans le même côté. Donc, V bêta moins V alpha dP est égal à S bêta moins S alpha dt. Donc, dP sur dt pour la variation
de alpha à bêta, donc la variation entre les deux phases alpha et bêta, est égale à S bêta moins S alpha sur V bêta moins V alpha est égal à delta S M sur delta V M. Delta VM représente la variation de volume molaire du corps pur au cours de la transition de phase entre alpha et bêta. Donc, lorsqu'il va y avoir transition de phase entre alpha et bêta, c'est un volume molaire. Pourquoi? Parce qu'on a bien précisé que il va y avoir équilibre entre deux phases pour une mole de notre système. C'est clair? Une mole de notre corps pur A. Donc, on a pris une mole de notre corps pur A. C'est-à-dire, c'est pour cette raison, delta V, c'est un volume molaire. La même chose pour l'entropie, c'est une entropie molaire du corps pur au cours de sa transition des deux phases alpha et bêta. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? On a delta S est égal à delta Q sur T. Donc, delta SM est égal à delta, la transition entre alpha et bêta, H sur T. Puisque delta H, c'est une variation, la variation de delta H, c'est une variation de quantité de chaleur à pression constante. Donc, d'après l'équation 1 et l'équation 2, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que dP sur dt pour la transition entre alpha et bêta est égal à delta H entre alpha et bêta T fois delta V molaire. Cette équation représente la relation de Clapeyron. Maintenant, on passe à l'application de cette relation, c'est-à-dire la relation de Clapeyron, à l'équilibre de vaporisation. Application de relation de Clapeyron à l'équilibre de vaporisation. C'est-à-dire, à l'équilibre de vaporisation, il va y avoir une transition de phase entre la phase liquide et la phase vapeur. Donc, il va y avoir équilibre entre la phase liquide et la phase vapeur. Donc, d'après la relation de Clapeyron, qu'est-ce qu'on peut écrire? Que dP sur dt de vaporisation est égal à delta vaporisation de H sur T, delta V, M est égal à delta vaporisation de H, T entre la phase, le volume molaire de la phase vapeur, moins le volume molaire de la phase liquide. Donc, il va y avoir un équilibre. Vous connaissez bien que le volume molaire de la phase vapeur est nettement supérieur par rapport au volume molaire de la phase liquide. Pourquoi? Si on va prendre une quantité, un volume d'eau qui se trouve à l'état liquide et on va le vaporiser. Donc, on va le porter à ébullition jusqu'à vaporisation. On constate bien que le volume occupé par la phase liquide est nettement inférieur par rapport au volume occupé par la phase vapeur, par la vapeur. C'est pour cette raison on peut négliger le volume de notre phase liquide par rapport au volume de notre phase vapeur.
Si le gaz obéit au modèle de gaz parfait, donc on considère que ce volume ou bien ce gaz va obéir au modèle de gaz parfait. Qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que le volume molaire de notre phase vapeur est égal à RT sur P. On a éliminé le N puisque c'est un volume molaire par rapport à une mole de notre corps pur. Puisqu'on a PV est égal à RT, donc le volume molaire est égal à RT sur P. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que dP sur dt de vaporisation est égal à delta vaporisation de delta H vaporisation sur T. Il nous reste que le volume molaire de la phase vapeur, puisque ce terme va être négligé par rapport au deuxième terme. Donc, est égal, si on remplace V par sa relation, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve P delta vaporisation de H sur R T au carré. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que dP sur dt est égal à P delta H vaporisation sur R T au carré. On transvase le B de l'autre P, pardon, la pression de l'autre côté et dt avec le terme de la température. Qu'est-ce qu'on trouve? dP sur P est égal à delta vaporisation de H dt sur R T au carré. Donc, dP sur P est égal à delta H vaporisation sur R fois dt sur T au carré. Maintenant, on intègre les deux termes. Donc, si on intègre les deux termes, le premier par rapport à la pression et le deuxième par rapport à la température, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, cette valeur est une constante, donc on peut la faire sortir de l'intégrale. Qu'est-ce qu'on trouve? P1 sur P2 dP sur P est égal à delta vaporisation de H sur R, l'intégrale de T1 sur T2 dt sur T au carré. Donc, si on intègre dP sur P, c'est ln de P de P1 à P2, delta vaporisation de H sur R et l'intégrale de dt sur T au carré, c'est moins 1 sur T. Donc, moins 1 sur T de T1 à T2. Qu'est-ce qu'on trouve? C'est ln de P2 moins ln de P1 est égal à delta H de la phase de la vaporisation sur R moins 1 sur T2 plus 1 sur T1. Donc, et on peut l'écrire autrement. Donc, on trouve ln de P2 sur P1 est égal à delta vaporisation de H sur R 1 sur T1 moins 1 sur T2. Et on a pu résoudre la relation de Clapeyron. Delta H vaporisation H sur R représente la chaleur latente. Donc, ce terme représente L. L, c'est la chaleur latente de vaporisation. Chaleur latente de vaporisation. Donc, et on a pu résoudre l'équation de Clapeyron. Vous pouvez faire la même chose pour la sublimation, c'est-à-dire transition de phase entre la phase solide
et la phase liquide. On néglige la phase solide par rapport à la phase liquide. Pourquoi? Si on a un cube de glace et on va le faire fondre, pardon, c'est pas le cas. En cas de sublimation, c'est-à-dire le passage de l'état solide à l'état vapeur. C'est-à-dire si on va prendre un cube de glace et on va le volatiliser ou bien le vaporiser, le volume de notre phase solide est nettement inférieur par rapport au volume de notre phase vapeur. Donc, on peut négliger la phase solide par rapport à la phase gazeuse ou bien la phase vapeur et on peut résoudre notre équation de la même façon. Tandis que pour la fusion, par exemple, la transition entre la phase liquide et la phase solide, ou bien la phase solide et la phase liquide, c'est-à-dire on va avoir un équilibre entre la phase liquide et la phase solide. On peut pas négliger un volume par rapport à un autre, puisque par exemple, si on va prendre un cube de glace et on va le faire fondre, on va pas avoir le même volume, mais on peut pas négliger un volume par rapport à un autre, puisque les deux volumes auront une valeur considérable l'un par rapport à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va remplacer chaque volume par sa valeur. Sinon, on peut remplacer le volume, on peut le calculer à partir de la densité, puisque vous connaissez bien que la densité, c'est la masse volumique par rapport à la masse de notre liquide. Puis, la masse volumique, c'est la masse sur le volume. Donc, on peut déterminer le volume à partir de la densité et à partir de la masse volumique. On remplace chaque valeur, c'est-à-dire celle de solide à part et celle du liquide à part. Et on peut calculer les deux variables. Et pour le reste, ça va être le même protocole. Donc, on intègre les deux termes et on va avoir un terme qu'on peut calculer. Donc, et puis, on peut calculer la chaleur latente à partir des différentes variables. J'espère que ce cours était clair, explicite. Après, on va faire quelques exercices d'application pour mieux assimiler ce qu'on a fait en cours. Je vous remercie pour votre attention.